Après avoir parlé du scénario et de la musique, venons-en au tournage. Alors, en avant-propos, deux petites choses à vous dire. Désolé si l'image bouge, mais je tiens la caméra en main. Pour une fois, je n'ai pas le trépied car je vais un petit peu me balader, donc ce sera plus pratique pour moi. Et deuxième chose, mes infos ne seront peut-être pas exhaustives car j'ai déjà fait un making-of il y a 2 ans, rappelez-vous, à l'occasion du premier arc LPF qui portait sur les 12 maisons. Donc j'ai pas envie de raconter 2 fois la même chose et ma méthode de travail n'a pas vraiment évolué. Elle s'est peaufinée certes, mais voilà, il y a des choses qui sont toujours exactement pareilles, donc je vous renverrai notamment dans le chapitrage de la description de cette vidéo, pardon, et vous retrouverez assez facilement les infos que vous pourriez chercher. Voilà, par contre il y a un truc dont je n'ai pas parlé à l'époque, c'était de l'éclairage. Donc venons-en à l'éclairage, composante majeure lors de l'organisation d'un tournage, savoir où le placer. Alors ici c'est vrai que c'est une solution de facilité, que ce soit d'un point de vue esthétique ou d'un point de vue pratique. C'est que l'éclairage avec cette grue vient du ciel, on va dire, du ciel des personnages, et du coup ne me gêne pas moi-même dans mes mouvements. Alors ici j'insère une image de moi-même pour vous montrer la dimension du diorama. Je suis 1m77, comme ça vous saurez tout, vous voyez. C'est déjà assez fastidieux, bien sûr, les dioramas sont surélevés, hein, en dessous il n'y a rien. Là où c'était plus compliqué, c'est lorsque je devais tourner, par exemple, le combat Shiryu contre Albéric. Car on ne le voit peut-être pas bien comme ça, hein, voilà, je vous montre, je vous le dis, le diorama fait à peu près 1 mètre de profondeur. En tout cas, ici en bas, peut-être pas, mais là, ça continue plus loin. Et voilà, vous voyez, Shiryu, il est là-bas. Lui, il est plus ou moins au fond. Voilà. Donc 1 mètre de profondeur, ce qui fait que je devais me mettre sur une escabelle lorsque j'allais animer la figurine, ainsi que celle d'Albéric. De mémoire, c'est le seul combat qui s'est déroulé là-bas. Et l'éclairage, donc, lui, arrive là, mais il est inclinable, hein, voilà. On peut bien sûr le tourner. Bon là je ne vais pas le faire maintenant parce que sinon je ne tiendrai ma caméra qu'à une main et je perdrai la mise au point, je perdrai en précision. Alors, je vais vous insérer une photo que j'ai prise à l'époque du tournage pour vous montrer parfois comment je devais m'y prendre avec mon trépied pour pouvoir faire les plans que je voulais. Voilà, vous voyez, c'était parfois casse-gueule. Je mettais parfois une vingtaine de minutes à réfléchir à comment vais-je placer mon trépied, et donc, en l'occurrence ma caméra, pour pouvoir obtenir le cadrage que je veux. Je ne saurais plus vous dire à quel plan ça correspondait, c'était lors du combat Seiya contre Thor. Et alors vous voyez, pardon, excusez-moi, vous voyez ici le pan du sanctuaire, hein, c'est du carton en fait, voilà. Pardon, vous voyez, quand je lâche, là j'ai tenu ma caméra à une main, j'ai tout de suite perdu la mise au point. Et vous voyez les grosses taches blanches, là il y en a 3 au milieu, au-dessus, en dessous, eh bien c'est du scotch. Et en réalité, il y avait une deuxième partie qui venait ici, là où il y a maintenant le loup. Ce qui fait que quand je filmais par ici, eh bien on avait le décor qui se poursuivait. Voilà, pendant que je parle, je vais insérer au montage un plan issu d'un des épisodes. Et alors pourquoi est-ce que j'ai enlevé ce pan en carton? Eh bien pour 2 raisons. Pour mon confort personnel, car je suis dans mon bureau, et forcément, ben, comme vous le voyez, désormais les personnages sont en posing, ça n'a plus rien à voir avec l'histoire d'Asgard. Hein, c'est mon exposition personnelle aussi. Forcément les dioramas ne sont pas conçus que pour le tournage. Et du coup, mon bureau qui se trouve juste ici, voilà. Eh bien, quand je me tourne parfois, je vois le diorama au loin, je l'admire un peu, et si je mettais ce pan là, ben, ça le cacherait, je ne verrais même plus Siegfried qui est là à l'avant. Et ensuite, ben, ce pan a servi pour, hop, j'y reviens, l'autre diorama, voilà, qui est aussi dans mon bureau, qui correspond à la deuxième partie, si on veut, hein,
de l'Ark Asgard, la fin de l'épisode 3 ainsi que les épisodes 4 et 5, où tout s'est déroulé, et donc je suis allé le coller là, voilà. Alors ça se voit peut-être pas trop, enfin je l'espère du moins dans les épisodes, mais en réalité, regardez, il y a un problème de raccord au niveau des couleurs. Oups, excusez-moi, la mise au point se barre, ben bon, je pense que vous l'avez vu, hein. Voilà. Je vous montre à présent cette plaque de plexi de 1 mètre sur 80 cm à peu près. Elle a servi pour faire une miniature, ou deux je crois, et la séquence où Siegfried emmène Sorrento avec lui dans les airs. Voilà, ça a été filmé eh bien là par terre en fait. Et là, j'ai utilisé non pas le projecteur qui est ici, mais un simple lampadaire avec une ampoule chaude. Du coup, j'ai refroidi l'image forcément pour rééquilibrer. On est à Asgard, hein, vous l'avez vu, la colorimétrie est fortement bleutée. On va y revenir d'ailleurs. Et donc, j'utilisais les stands, mais ça, les stands, vous les voyez, hein, je n'ai pas le logiciel suffisamment puissant que pour les effacer numériquement. Et donc, les stands étaient mis là par terre, le lampadaire juste à côté. Et je devais m'arranger pour qu'on ne voit pas les reflets. Ici, on voit clairement le reflet de ma table blanche. Donc, mais c'est parce que ici, ben voilà, les fenêtres, enfin les tentures ne sont pas fermées. Du coup, il y a la lumière du jour qui rentre dans le bureau. Et c'est ce qui fait qu'on voit ça. Quand je tourne, en fait, pour ne pas avoir des faux raccords de lumière, excusez-moi, je tape le micro, eh bien, je ferme tout simplement les tentures. Et je vais vous montrer autre chose. Bon, c'est très relatif, hein. Mais un document de travail, voilà. Ça correspond en gros au script que j'envoie aux comédiens, c'est-à-dire une bonne partie d'entre vous. Voilà. Je vais mettre la mise au point automatique, ce sera peut-être plus simple. Et donc, je ne vous reparle pas du planning, hein, puisque je l'ai fait dans le making-of précédent, mais en gros, voilà. Pourquoi du fluo vert? Ça, c'est une fois que c'est fait, je fluore en vert, forcément, comme tout a été fait. Donc là, ce sont les plans. Et neutre plus hurlant, bah c'est les visages, hein. Ce sont des indications, donc Siegfried aura d'abord un visage neutre, puis il va passer à un visage hurlant sur le plan numéro 2. Et là, l'ordre dans lequel je tourne les plans, là je vais préciser un petit truc. Ah oui, des indications, casque Siegfried, qui au plan 21 doit voler en éclats. Rajouter du sang au plan 22, ça c'était pour Iki de mémoire, puisqu'on est dans la séquence 1 du dernier épisode en l'occurrence. Oui. Désormais, je tourne quasiment tous les plans dans l'ordre. À l'époque, c'était beaucoup plus en bordel, mais là, maintenant, je ne le fais plus, car j'ai trop peur des faux raccords, de ne pas remettre les figurines aux bons endroits, de ne pas maintenir les bonnes attitudes en fonction des émotions à véhiculer, etc. Alors, pourquoi le casque de Siegfried? Ça, vous avez dû vous le demander très vite. Il est décasqué dans l'épisode, et c'était le cas avec beaucoup de personnages. Eh bien, dites-vous tout simplement que, oui, il faut savoir assumer ses faiblesses et ses paresses. C'est plus facile pour les changements de visage avec les mid-close quand il n'y a pas le casque. Surtout pour Siegfried, hein, vous connaissez la configuration de son casque. Ben voilà, je parle de lui, je vais un petit peu le filmer, vous avez vu le planning, très bien. Voilà, je n'avais que la partie avant des cheveux à enlever, je changeais le visage, je les remettais qu'avec le casque, c'était un vrai bordel. Donc j'essaie de trouver une pirouette scénaristique pour justifier qu'il perde son casque. J'ai fait ça avec les autres guerriers divins aussi, hein, vous l'aurez remarqué, alors que dans le dessin animé, il les garde beaucoup plus longtemps. Et ici, c'est lorsqu'il fait un corps à corps avec Iki. Siegfried plonge. Désolé le bruit, oui, c'est la rue qui est ici à côté. Ben voilà, je vous montre l'image, hein, de toute façon. Voilà, dans le dessin animé, c'est pas du tout le cas. Mais ici, je me suis dit que avec la secousse des coups, eh bien, Siegfried a pu perdre son casque. Voilà. C'est une petite facilité pour moi. Je me dis que ce serait peut-être bien de vous montrer un petit peu comment ça se passe pour la grotte de Hagen. Car oui, bah oui, l'épisode 2, ça fait partie du truc. Bon, désolé, c'est très sombre, puisque, comme vous le savez, l'éclairage n'est pas allumé. Mais je pense que vous reconnaissez. Et là, c'était pas facile. Oui, comme c'est trop sombre, du coup, la mise au point se barre. Lorsque je devais filmer les plans en contre-champ, Hagen, en général, était donc de ce côté-ci, et Yoga de ce côté-là. Je m'arrangeais pour que ça reste toujours plus ou moins pareil. Pour garder une certaine cohérence dans la continuité. Et donc, lorsque je devais filmer Yoga, qu'est-ce que je faisais? Eh bien, cette partie du décor est parfaitement amovible. On le voit de toute façon, ça a été rajouté par la suite. Et voilà, du coup, je venais placer ma caméra ici derrière.
Voilà, je la posais là à côté du trépied. Le trépied, lui, ne bougeait jamais. Sauf que là, bien sûr, puisqu'il y a un toit, vous le voyez, Siegfried est dessus, avec le loup, Fenrir. Là, exceptionnellement, oui, j'avais un éclairage posé au sol que je venais mettre là où vous voyez ma main. Voilà, si la caméra entrait par là, l'éclairage venait d'ici. Ou parfois, carrément, je le mettais, j'essayais de le coller plus ou moins sur l'entrée de la grotte. Ça, je ne sais plus de mémoire si je l'ai beaucoup fait. Du coup, on avait parfois des faux raccords au niveau de l'éclairage. L'avantage d'avoir l'éclairage céleste, c'est que la lumière venait toujours du même endroit, quel que soit le plan, et ça c'est bien. Du coup, j'étais toujours raccord. Mais voilà, j'avoue que parfois, je faisais des petits compromis pour la facilité du tournage. Et je pense que j'ai oublié de vous parler de ceci. Vous voyez comme j'ai peint très haut sur les murs, beaucoup plus haut que les personnages, et beaucoup plus loin aussi, hein, carrément au-dessus du diorama des Gold. Eh bien, c'est quand je fais des plans en contre-plongée, c'est-à-dire où la caméra est plus bas que les personnages, ben forcément, ça filme du ciel et il ne faut pas qu'on voit le tapis plein, la couleur beige là de base. Donc voilà, c'est tout con, mais il faut y penser. Allons sur l'autre diorama. Hop, désolé. Voilà. Et là, j'ai dû faire pareil. Alors, le diorama est quand même plus petit, hein, le diorama donc dedans, je vais l'appeler comme ça. Il fait à peu près 1 mètre de long sur 60 cm de large. Donc j'ai moins de manœuvres. De nouveau, j'ai l'éclairage céleste, ça m'aide. Mais je vais y venir dans la partie mise en scène. Mais l'éclairage céleste, c'est bien, mais ça amène des limites aussi, que j'ai corrigées entre guillemets pour l'épisode final. Où, comme vous l'aurez compris, j'ai voulu mettre les petits plats dans les grands. Maintenant voilà, il y a moins de manœuvres puisque c'est plus petit, maintenant c'est facile, hein, c'est comme un rectangle. Je suis beaucoup plus libre de mes mouvements que je ne l'étais. C'est vrai, ça c'est peut-être un truc que je n'ai pas bien montré, mais en réalité quand je devais filmer le combat Seiya contre Thor, j'étais gêné car c'est assez exigu comme espace. Hein. Bah, vous le voyez par rapport à la taille des mid-close, la profondeur est tout juste de 40 cm. Pas la largeur, pardon, la largeur. La profondeur un peu plus. C'est ce qui fait que plus que jamais je devais laisser vraiment les personnages. Donc Seiya toujours d'un côté, Thor de l'autre. Donc ici ça va un petit peu mieux. Que dire d'autre? La contrainte quand même malgré tout pour les combats, c'est que la statue est en plein milieu. Car quand j'ai conçu ce diorama à l'époque, c'était pas encore dans l'idée de faire de la mise en scène mid-close. Ça c'est un projet qui est arrivé par la suite. Faut bien vous dire que tous les dioramas que vous voyez, ce sont des dioramas d'exposition aussi pour moi dans ma vie de tous les jours, je le répète. Et alors ici, l'espèce de pont-levis à gauche, ben forcément, ça ne laisse plus beaucoup d'espace pour se battre. Hein. Donc, c'est ce qui fait aussi de nouveau que pour la chorégraphie des combats, je laissais toujours plus ou moins les personnages au même endroit. Et quand ils chutaient, en général, ils chutaient de haut en bas et pas trop de gauche à droite, sauf si évidemment ça... le scénario le permettait, ou la mise en scène le permettait sans trop de problèmes. Et en plus, les marges, hein, quand je dis 60 cm, en comptant toutes les marges. Donc il ne reste plus grand chose pour se battre. Voilà. Et la difficulté au niveau du cadrage, c'est qu'on a très vite fait de sortir du diorama, et hormis à la fin évidemment, où je ne vais pas dire que le 4e mur se brise, mais où on remontre l'univers étendu, bah, on part sur du Dragon Ball. Mais tant qu'on était dans l'histoire d'Asgard à proprement parler, non, il ne fallait pas. Et surtout ici à gauche, je ne pouvais jamais vraiment dépasser le mur. Derrière, on voit ma tuyauterie, pardon. On voit les rideaux, le mur, enfin bon. Donc ça, c'était la contrainte principale. Voilà, là maintenant, je pense que j'ai tout dit pour la partie tournage. On va passer à la mise en scène. Même si en réalité, j'aurais pu raconter les choses un petit peu dans le sens inverse, hein, parce que la mise en scène se prépare en amont du tournage. Quand je tourne, je sais déjà comment je vais mettre en scène, même si parfois j'improvise 2-3 petites choses. Désolé, mais voilà, on y vient.